Le dernier numéro du Grand Rendez-vous pour cette semaine s'installe ainsi. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci à vous de toujours nous préférer. Quel sera le contenu de ce numéro? On le découvre tout juste après ce spot qui nous parle d'une nouvelle émission. Une émission qui a démarré sous peu et qui est l'émission Clou des vacances. Bienvenue dans votre émission Jeunesse oblige, la tribune d'expression libre des jeunes et adolescents de nos lycées et collèges. Pourquoi tu penses qu'il faut avoir un petit ami sur les bancs? Avant de marier une personne, il faut d'abord la connaître. Et ce n'est pas à la veille de votre mariage que vous allez connaître la personne. Mon petit ami, j'aimerais le choisir par son teint, parce que j'aime les hommes de teint clair. Lorsque le sexe et les études sont en conflit, le sexe gagne toujours. Lorsqu'il y a un élève qui utilise le téléphone portable en plein cours, il n'est pas concentré sur le cours, mais il est concentré plutôt sur le téléphone portable. Face au téléphone portable, je demande aux parents d'être exigeants parce que le téléphone est chronophage. Rendez-vous, c'est donc pour 20h30 pour un autre numéro de Jeunesse oblige, l'émission des vacances qui est là pour apprendre à tout un chacun de nous comment se comporter avec nos enfants, nos adolescents, nos jeunes filles et nos jeunes garçons. Le grand rendez-vous se poursuit. Nous avons 4 rubriques au menu de ce vendredi sur Nature et Bien-être. Ce soir, on se focalise sur la préservation de l'environnement. Il va sans dire que tout le monde est concerné. Comment mettre la société civile à contribution, cela a fait l'objet d'un séminaire. On y revient dans un instant. C'est la bête noire de beaucoup de collégiens. Ils ne savent pas toujours comment en venir à bout. Les mathématiques, une matière qui est incontournable, surtout en série scientifique. Ce soir, un matheux se propose de venir en aide aux apprenants avec des livres et des astuces. C'est dans la rubrique Expert de ce jour. Horizon Culture, ce soir, reçoit un écrivain béninois, Florent Kwaozoti. Il vous est certainement arrivé de lire ses œuvres, des œuvres littéraires qui peuvent s'adapter au théâtre ou au cinéma. On en parle avec Jennifer Sativi et son invité dans un instant. Beauté au pluriel ce soir s'intéresse aux tresses africaines. Quelles sont les tendances du moment? Peut-on les adopter sans risque de perte de cheveux? Autant de questions dont vous aurez les réponses avec Fégencia Routondi et son invité. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal, le 19h45. Ce soir, aux commandes, Ulvaeus Balogun. Bonsoir. Bonsoir Agnat Bello. Comment vous allez? Toujours la pleine forme. Voilà, nous vous laissons pour la présentation des titres et on se retrouve après, mesdames et messieurs. Eh bien, Agnat Bello, savez-vous que sport d'entretien ne rime pas avec de mauvais comportements alimentaires? Eh bien, de nombreux Béninois n'en sont pas conscients et ils prennent de l'alcool juste après les exercices physiques pour soi-disant s'hydrater. Nous ferons le constat dans un instant. Et en Afrique, face à l'accroissement des investissements dans les domaines de développement économique et social, le secteur de l'éducation apparaît comme le facteur clé pour avoir une jeunesse éduquée et forte. Comment on en parle tout de suite, ou plutôt à 19h45, j'allais dire. Enfin, les questions liées au genre, en l'occurrence aux droits des filles et des femmes, en Afrique de l'Ouest, sont débattues à travers un concours de slam et de discours poignants. Une autre façon de sensibiliser les jeunes sur l'importance de la question. Et voilà donc l'essentiel de l'actualité, ce sera à 19h45. Nous avons hâte de vous retrouver à 19h45, Ulvaeus Balogun. En attendant, mesdames et messieurs, le premier plateau du grand rendez-vous peut s'installer. Nature et bien-être. Voilà, comme annoncé ce soir sur Nature et Bien-être, on parle préservation de l'environnement. Avant de recevoir notre invité, nous allons d'abord suivre ce reportage de Gloria qui parle de la sensibilisation initiée par les ONG justement qui interviennent dans le secteur de l'environnement avec évidemment l'appui du ministère du Cadre de vie. La lutte contre les changements climatiques, la diversité biologique et la dégradation des terres constituent une solution pour le bon rendement des cultures et la protection des sols. Cependant, l'utilisation des produits chimiques non contrôlés représente une menace pour l'écosystème. Lorsque les sols sont dégradés, on ne peut plus faire l'agriculture vraiment de niveau satisfaisant. Or, l'utilisation des produits chimiques non contrôlés peut entraîner vraiment une telle catastrophe, ce qui n'est pas bien pour nous. Ces mêmes produits chimiques déversés dans les cours d'eau
produit des effets catastrophiques au niveau de l'écosystème, notamment les poissons et tout ce que nous avons. Il s'agit donc de porter l'information aux populations qui souffrent des conséquences liées au changement climatique. En réalité, le plus important, c'est que nous puissions élaborer des projets concrets relatifs à l'environnement pour faire en sorte que nos cas de vie et la dégradation de l'environnement ne puissent pas être vraiment assez accentués. Surtout, tenir compte de la santé de nos populations qui ont besoin d'une meilleure protection de leur cas de vie. Et pour y arriver, les organisations non gouvernementales sont appelées à collaborer et à partager leurs expériences dans la mise en œuvre des conventions relatives à l'environnement. Il faut que ces ONG-là, qui sont sur le terrain et qui sont en contact avec les populations, puissent cerner la vision de ce projet et qu'on établisse un lien permanent entre eux afin qu'on ait les feedbacks sur les actions concrètes qu'elles mènent sur le terrain. Ces ONG et acteurs des ministères sectoriels vont élaborer des projets concrets pour amoindrir la dégradation de l'environnement et éduquer les populations à un changement de comportement. Voilà, notre invité ce soir a plusieurs casquettes, c'est un ingénieur agronome, mais il est aussi très intéressé par les questions environnementales. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il est avec nous sur ce plateau. Machel Betoro, je vous laisse nous présenter notre invité. Bonsoir. Bonsoir Aniat Bello, comment allez-vous? Je vais très bien. Le violet vert, très bien. Oh, c'est vous qui êtes allé au Sénégal nous ramener les couleurs de là-bas. Merci de représenter le Sénégal sur ce plateau. Alors, bonsoir amis téléspectateurs. Bonsoir également à vous, Messin Ogo. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Aniat Bello l'a déjà si bien dit. Vous avez plusieurs titres, ingénieur agronome, environnementaliste et surtout membre d'une organisation non gouvernementale. Alors ce soir, nous allons parler de la question de la prévention de l'environnement, notamment le rôle des organisations non gouvernementales qui aujourd'hui où l'État veut beaucoup plus travailler en synergie avec eux. Déjà, moi, je veux savoir pourquoi ce besoin-là de travailler en synergie ou bien de fusionner les efforts au niveau du pouvoir public et au niveau du pouvoir privé. Merci beaucoup. Je crois que le besoin s'est fait sentir, mais le besoin se concrétise et s'impose à nous. Et en fait, pendant longtemps, l'État, à travers les structures du ministère du cadre de vie, travaillait de façon, je dirais, isolée. Et même si il y avait des structures, tentacules qui travaillaient avec le ministère dans le cadre de la mise en œuvre de la politique ou de la stratégie nationale, ces ONG ou ces structures ne représentaient que l'ombre d'elles-mêmes. Donc à ce niveau, il n'y avait pas un partage du concret au niveau du ministère. Et ça fait que les résultats présentés par le ministère pour le compte des travaux réalisés par les ONG n'étaient pas perceptibles. Or, sur le terrain, il y a beaucoup de structures opérationnelles, il y a beaucoup de structures qui produisent des résultats importants qu'on pouvait capitaliser pour permettre à l'État d'être beaucoup plus visible dans la présentation de ces choses. D'accord. Alors, Messin Ogo, si vous permettez, on a suivi le reportage de Gloria Oni qui nous a parlé de ce séminaire-là, un séminaire qui a connu la participation de nombreuses ONG. Mais dites-nous, est-ce qu'on n'a pas l'impression d'avoir un séminaire de plus? Les séminaires, c'est pas ce qui manque sur le sujet. Je suis d'accord. Ce n'était pas un séminaire de plus parce que l'enjeu ici est encore plus grand que tout ce qu'on avait. Et je disais tantôt que le fait de vouloir créer cette synergie à travers cette rencontre qui veut mutualiser, je dirais, les résultats aussi bien de l'État que des organisations, les organisations non gouvernementales, c'est simplement du fait que les ONG travaillent, mais les informations ne sont pas remontées au niveau central. D'accord. Et il n'y a pas un mécanisme également au niveau central pour collecter ces informations.
Et ça fait que l'État n'a pas une vue claire sur ce qui se passe. Justement, la question de la structuration des organisations non gouvernementales se pose. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà cette structuration pour permettre à l'État de vraiment travailler avec les vraies organisations? Parce qu'en matière d'organisation, il y en a tellement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une structuration par rapport aux organisations non gouvernementales? Il y a une très bonne structuration. Et nous avons d'abord, au niveau de l'État, sur toute l'étendue du territoire, un certain nombre de structures, sinon beaucoup de structures qui travaillent. Mais à un moment donné, on a senti le besoin de regrouper nos forces. Donc des réseaux thématiques sont créés. Mais pour aller au niveau du ministère, si tout le monde doit aller là-bas, de façon individuelle ou par réseau, c'est que le ministère sera à un moment donné aussi contré par le envahi, nombre. Et donc ça fait que nous nous sommes retrouvés entre membres des réseaux formels pour dire il est maintenant temps qu'on parle d'une même voix, qu'on fusionne, je dirais, nos pensées et que lorsque on a besoin de nous, qu'on puisse rechercher le canal par lequel on va pouvoir nous atteindre. Et c'est comme ça qu'il y a 2 ou 3 ans, nous avons créé la plateforme des réseaux d'ONG de l'environnement. Il est déjà arrivé qu'on ait l'impression que les ONG font tous la même chose et interviennent dans les mêmes secteurs. Bien sûr, je crois que la démarche va éviter ces choses. Et il s'agira plus maintenant à quelqu'un d'aller mobiliser de la ressource, par exemple, d'aller travailler là où quelqu'un d'autre a déjà travaillé pour la même cause. Il s'agira d'aller de l'avant. Et en faisant également ces choses, on arrive à mener les ONG à être beaucoup plus professionnels et l'État également à faciliter le partage de la bonne information. Parce que généralement, ce n'est pas le cas. Alors, M. Ogou, vous êtes d'accord avec moi qu'en matière d'action des organisations non gouvernementales sur le territoire béninois, vous n'êtes pas à vos débuts. Il y a eu tellement, ça fait des années qu'on est en train de promulguer cette prévention on est en train de prôner, je vais dire, cette prévention de l'environnement. Et aujourd'hui, quel sera réellement, qu'est-ce qui va se faire avec la population à la base? Parce que c'est là le véritable problème. Est-ce que c'est des sensibilisations qui vont continuer par être faites à l'endroit des populations, ou est-ce que vous avez maintenant changé votre stratégie d'intervention auprès des populations à la base? C'est quoi la particularité maintenant? Non, il n'y a pas une particularité. Non, rien n'a changé à l'issue du séminaire, en fait. Non. Dans le mécanisme d'action. Le mécanisme d'action, en fait, l'État élabore les stratégies, les politiques, et nous, en tant qu'organisation non gouvernementale, nous l'accompagnons dans la mise en œuvre. Donc, lorsque nous nous approprions du contenu de cette stratégie, nous descendons au niveau communautaire, soit pour faire du plaidoyer au niveau des élus, ou alors pour sensibiliser, pour éduquer, conscientiser, je dirais, la population. Et ça continue. Il y a un relais aujourd'hui. Oui, ça a existé, mais ce n'était pas opérationnel ou fonctionnel. Maintenant, c'est par rapport à la fonctionnalité que nous sommes en train de travailler, et l'État trouve que, sinon le ministère trouve que, la structuration mise en place, qui couvre tout le territoire national par les organisations de la société civile, permet aujourd'hui à ce que, lorsqu'un message arrive, qu'on puisse répertorier tout ça, c'est-à-dire qu'on puisse ventiler tout ça au niveau de la base de façon rapide, au lieu que ce soit du ministère, que quelqu'un descende de commune en commune pour aller passer une information. Alors, parlons un peu de la prévention elle-même. Vous ne pensez pas qu'il est temps d'agir? Parce qu'on a sensibilisé assez. C'est vrai qu'on ne va pas dire que c'est déjà tellement fait et qu'on ne va plus sensibiliser, mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas trouver une autre méthode, une autre manière pour faire comprendre aux populations à la base que ce que vous faites n'est pas bien pour l'environnement? C'est clair que la population, sinon toute la population a évolué avec des comportements qui ne riment pas avec le développement. Et les sensibilisations ne rencontraient pas aussi une volonté politique par le passé. Et je vous rassure, j'étais sur ce plateau il y a quelques semaines, j'ai dit, c'est pour la première fois que je dis, dans une zone d'intervention où les gens dégradaient suffisamment les mangroves, que les donnes commencent à changer et les gens commencent à poser de bons actes. Donc ce qui est important, c'est que l'État continue à veiller à l'essentiel et à faire en sorte que les tests qui sont pris
D'accord. Mais si vous permettez, Maxango, avec toutes ces années-là de sensibilisation de nos populations, on ne peut pas dire que toutes les populations sont restées réfractaires. Il y a quand même des populations qui ont compris l'essentiel du message. Est-ce qu'on peut dire que la sensibilisation n'a pas payé? La sensibilisation a toujours payé. Seulement que, même s'il reste une seule personne qui détruit le dispositif, c'est qu'il faut continuer. On a compris. Et aujourd'hui, pour les téléspectateurs qui nous suivent, quels seront désormais les actes ou les actions que vous menez en tant qu'organisation non gouvernementale, puisque c'est vous qui étiez avec le ministère du cadre de vie. Faites-nous un petit résumé de ce séminaire très rapidement. Bon, en fait, ce séminaire, c'est beaucoup plus pour accompagner le ministère dans la mise en œuvre des accords et conventions internationaux signés par l'État. Et dans ce cadre-là, il était important pour nous de capitaliser davantage ce que nous faisons. Il était également important pour le ministère de s'approprier de ce que nous faisons pour renforcer les résultats qu'ils avaient l'habitude de présenter, qui ne prenaient pas en compte le travail abattu par les ONG. Donc aujourd'hui, le mécanisme est en train d'être mis en place pour que, à la fin, on puisse décider d'aller dans la production de ce qui constitue un rapport complet, intégrant action politique, action technique et qui reflète la réalité. Et c'est en cela que nous saluons cette réunion et nous estimons que les conclusions qui sont issues de cette rencontre-là pourront nous permettre de changer un peu la façon de faire les choses au niveau du pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous promettre sur le plan de la prévention de l'environnement? La collaboration qui va s'établir va renforcer également les questions de prévention, puisque l'État va comprendre que les tests, par exemple, doivent être appliqués et va accompagner l'application des tests toutes les fois que des gens vont pouvoir dénoncer de mauvaises pratiques. Merci beaucoup à vous, Messan Agou. Je rappelle que vous êtes ingénieur agronome, mais sur ce plateau, on vous reçoit en titre d'environnementaliste et responsable d'ONG. Merci d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Je pense que les téléspectateurs ont pris bonne note que la prévention de l'environnement reste une question majeure au sein du gouvernement en place et continue de lutter pour. Merci Agnat Bello. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est terminé pour la rubrique Nature et Bien-être. Nous passons à la prochaine rubrique, l'Espère. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez votre feuille, votre stylo et peut-être une craie, vrai dessinateur comme on l'appelait avant, votre boîte mathématicale, parce que ce soir, on apprend à faire les maths. Et oui, je sais qu'il y en a nombreux parmi moi, dont je fais partie évidemment. Nous qui, pendant longtemps, avons pensé que les mathématiques, c'était la bête noire. Je vous annonce qu'on reçoit sur ce plateau un matheux, quelqu'un qui a été capable d'avoir 20 sur 20 en mathématiques au baccalauréat du Bénin. Je pense que cela mérite des applaudissements. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vianney Carmel-Aidé, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes aussi auteur d'un livre de mathématiques. Exactement. C'est d'ailleurs à tous ces titres que nous vous recevons sur ce plateau. C'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir partagé. Alors, bac 2014, 20 sur 20 en mathématiques. Aujourd'hui, quand vous vous rappelez de cet examen-là, est-ce que vous aviez l'impression qu'effectivement tout était acquis, vous n'aviez aucune crainte pour vous, c'était vraiment gagné? Merci. Oui. Bon, en mathématiques, j'avais un peu déjà de l'avance sur le programme. Donc, ça fait que j'avais déjà l'habitude de faire les corrigetifs en salle. Même ma note minimale, c'était déjà 19 sur 20, c'est 19, 20, tout le temps. Donc, ça fait que pour l'examen même, je n'étais pas peur, vous n'étiez pas inquiet. Ouais, c'était déjà prévisible. D'accord, alors comme je l'ai dit tantôt, vous avez fait une série scientifique, mais dites-nous un peu, vous avez quand même eu des camarades de classe qui n'étaient pas peut-être dans la même dynamique que vous. Qu'est-ce qui explique la crainte des apprenants par rapport aux mathématiques? Cette crainte est fondée sur quoi? Madame Bello, la question que vous venez de poser est une grande question. Et les experts en mathématiques au niveau de l'enseignement secondaire
ne cesse d'y réfléchir inlassablement pour apporter les solutions les plus adéquates possibles. Une réponse exhaustive de Vianney Carmel-Aidé, auteur des ouvrages de mathématiques, soit-il, ne serait pas humble. D'accord. Mais déjà, votre avis pour vous, pourquoi est-ce qu'on a si peur des mathématiques? Oui, pour mon analyse de la chose, bon, il y a deux niveaux. D'accord. Le premier niveau, c'est pendant l'apprentissage en salle. La manière de transmettre le savoir, la connaissance à une personne est très importante. Quelque chose peut être très difficile, très compliqué, mais si on trouve les manières les plus banales possibles pour transmettre ça à la personne, c'est plus accessible au niveau de la personne. Et après cela, il y a bien évidemment des matériels didactiques qui doivent accompagner les apprenants dans les études pour pouvoir s'exercer, s'appliquer, approfondir leurs acquis après l'apprentissage en salle. Puis pour finir, par rapport à cette question, il y a aussi le cas des apprenants pris individuellement. Enfin, mes aptitudes à affronter les mathématiques ne sont pas nécessairement les mêmes que les vôtres. Donc, chaque apprenant pris individuellement, il y a aussi des choses qu'il faut regarder à ce niveau-là aussi. D'accord. Alors, justement, lors de votre intervention, j'ai retenu cet aspect, moi, que j'avais même prévu pour la deuxième question. Pour beaucoup d'apprenants, la faute est attribuée à l'enseignant. Pour beaucoup d'apprenants, c'est l'enseignant qui n'arrive pas toujours à trouver la formule pour pouvoir leur faire passer le message. C'est vrai qu'on les connaît, les professeurs de mathématiques. C'est souvent les plus influents, c'est souvent eux qui font le plus peur. Et parfois, on a l'impression qu'ils sont contents quand on a de mauvaises notes. Est-ce que cela se comprend? Bon, il y a effectivement des professeurs qui, ça leur fait plaisir de se montrer comme un dieu. J'en ai croisé aussi. Mais il ne faut pas se limiter à cela. Oui, attribuer nécessairement la faute là au professeur parce que ce ne serait pas vraiment juste. En dehors de ce que les professeurs font en salle, l'élève aussi, même si le professeur ne transmet pas le savoir, la connaissance de la manière la plus parfaite possible, l'apprenant peut aussi se résoudre à faire des efforts personnels qui vont lui permettre d'avoir de meilleurs résultats. D'accord. Mais dans quelle proportion les livres sont censés aider les apprenants à mieux cerner les mathématiques? L'importance des ouvrages d'accompagnement pour les apprenants n'est plus chose à démontrer. Alors, il y a des ouvrages qui sont rédigés pour aller à la découverte des notions. Et puis, il y a des ouvrages qui sont rédigés pour, bien évidemment, accompagner les apprenants dans ce qu'ils ont acquis comme savoir ou connaissance en salle. Ce qui est important dans un ouvrage d'accompagnement, c'est le style, c'est surtout le style dans lequel il est rédigé. Le style rédactionnel? Le style rédactionnel, madame. Oui. Ce style-là, il est important que ce soit rédigé dans un langage orienté niveau, c'est-à-dire dans un langage qui est le plus accessible à l'apprenant. Je vais vous donner un exemple. Un enfant qui a 5 ans. Prenons un enfant qui a 5 ans et un autre qui a peut-être 20 ans. La manière d'enseigner à quelqu'un qui a 5 ans, ce n'est pas nécessairement c'est pas la même chose que quelqu'un qui a 20 ans. Il y a là un niveau de maturité qu'il faut peser, d'où la nécessité de rédiger les ouvrages dans un langage qui est orienté vers le niveau de la personne. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça, à chaque fois qu'on a un livre, on vous précise quel est le niveau. On vous dit, ce livre de mathématiques, par exemple, c'est niveau terminal, ce livre de mathématiques, c'est niveau première. Donc, mais ce n'est pas exactement ce que je suis en train de dire. C'est en fait le style... d'accord, le français utilisé, c'est ça? Le français, voilà, et le langage même de fond. Exactement, parce que lorsqu'on prend un ouvrage peut être pour les professionnels ou c'est seulement les professionnels qui peuvent bien cerner. Et puis il peut y avoir des ouvrages qui peuvent aussi être pour les amateurs qui n'ont pas un grand niveau et qui ont envie de comprendre les mathématiques. Alors, justement, vous avez écrit un livre. Alors, dites-nous un peu, quelle est la méthode, justement, quand on se veut être quelqu'un qui écrit un livre de mathématiques? Quelle est la méthode? La méthode pour écrire un livre, justement. Bon, d'abord, permettez-moi de rappeler le contexte de rédaction des ouvrages que j'ai rédigés. C'est pour la terminale C, explicitement. Et moi-même, je faisais la première C avant de faire la terminale D en 2014. Dans le temps, c'est qu'il n'y avait pas les matériels qui devraient nous accompagner dans nos études
en terminale C. C'est bien pour cela que j'ai dévié en terminale D. Et j'ai jugé important de rédiger ces ouvrages-là pour la terminale C. Alors, lorsque nous prenons un ouvrage qui doit accompagner l'apprenant, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, c'est important de montrer à l'apprenant, voici une séquence d'apprentissage, on veut que tu maîtrises telle ou telle notion. L'apprenant sait les objectifs ou les enjeux d'apprentissage pour un chapitre ou une séquence d'apprentissage donnée. Et quand on lui donne des exercices, il faut qu'à la fin de ces exercices-là, on puisse évaluer au niveau de l'apprenant, voilà ce qu'on veut que tu maîtrises, est-ce qu'effectivement tu les as maîtrisés? Si tu n'as pas maîtrisé tel ou tel point de tel objectif, il est important que tu puisses t'assurer de consolider ces points-là pour pouvoir donc mieux maîtriser ces notions-là directement. D'accord. On se rend compte que souvent dans les livres de mathématiques, il y en a où les exercices sont corrigés et d'autres où les exercices ne sont pas corrigés. Alors vous, en tant qu'élève et en tant qu'auteur, lequel conseillerez-vous aux parents d'élèves? Est-ce qu'il faut prendre un livre où il y a aussi des exercices corrigés ou il faut carrément prendre des livres sans correction d'exercices? Un livre où il n'y a pas de corrigé n'est pas pour servir. Il faut les corriger dans un document. Mais ce n'est pas aussi bon que tout soit corrigé. L'objectif du livre aussi, c'est de montrer qu'après tout, c'est un livre. Il ne faut pas que l'apprenant se voie au-dessus du livre. Donc, c'est pourquoi, même dans les ouvrages de mathématiques que j'ai rédigés, bon, c'est un bon nombre d'exercices qui sont corrigés, mais ce n'est pas tous les exercices qui sont corrigés. Parfois, il faut laisser à l'apprenant prendre des initiatives. Le soin de trouver lui-même exactement. Donc, ça le permet juste aussi milieu. D'accord. Et justement, vous avez aussi initié une série de TD pour aider les apprenants, surtout au niveau des collèges publics, à mieux appréhender les maths. Qu'est-ce qui vous a amené à avoir cette série d'initiatives-là? Bon, à mon arrivée, je suis arrivé en vacances au Bénin en mai dernier. Et puis, bon, on a d'abord fait des tournées de motivation, des tournées où on a donné des conseils aux apprenants. L'objectif, c'était qu'on peut bien maîtriser des notions sans pouvoir les rendre nécessairement à l'examen. Lorsque nous prenons une épreuve de mathématiques, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir les meilleurs résultats une fois déjà qu'on a déjà étudié tout avant de venir à l'examen. Et c'est après cela que nous avons eu les TD qu'on avait appelés dans le temps géant TD. D'accord. Ces TD-là étaient destinés à voir avec les apprenants ce qu'ils ont comme point d'ombre. De leur niveau, voilà, comprendre un peu leurs difficultés. Exactement, et leur donner les petites astuces de dernière minute. Pour pouvoir contourner. Pour pouvoir maximiser les points. D'accord. Déjà, merci pour ça. Mais je crois que la bonne nouvelle, justement, c'est que vous avez décidé d'offrir des livres, justement, pour accompagner surtout ces enfants démunis là, qui sont dans les collèges publics. Vous aviez parlé déjà de combien de livres à offrir? 9 900 ouvrages. OK. Vous avez sélectionné les collèges ou vous allez... Oui, en fait, c'est pour les établissements publics. On a remarqué que au niveau bac, par exemple, la plupart des meilleures performances ne proviennent généralement pas des établissements publics. C'est seulement souvent les établissements privés qui réussissent à avoir les meilleures performances, comme les mentions très bien, les mentions bien. C'est pour cela qu'on a décidé d'appuyer les établissements publics de telle sorte à les mettre dans une certaine mesure, à les donner... à lui donner au moins des opportunités. Des opportunités, exactement, pour pouvoir avoir les meilleures performances, comme les établissements privés aussi. D'accord. Et on a dit, bon, on va prendre les 12 départements du pays, on va sélectionner entre 15 à 20 établissements par département, bien évidemment les plus démunis. On distribue 10 ouvrages en terminale C et 35 ouvrages en terminale D. Donc cela fait un total de 2200 ouvrages à partager. Oui, non, 2200 en terminale C et puis 7700 en terminale D. Wow, c'est beaucoup de livres. C'est beaucoup, oui. Quand on pense que le coût du livre que vous offrez est aux alentours de 10 000 francs à peu près. Exactement. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On se demande à votre jeune âge oui, ça où fait vous beaucoup trouvez les d'argent. moyens d'offrir tout ça. Oui, justement, c'est pour cela que... On a rédigé un projet qu'on a soumis à l'État pour dire voilà ce que nous voulons faire pour appuyer les établissements publics. Donc vous souhaiteriez quand même que des gens vous accompagnent dans cette initiative. Dans cette dynamique, parce que c'est quand même beaucoup d'argent, c'est des centaines de millions pour réaliser ce projet. Nous avons souhaité que l'État ou tout partenaire financier qui a un intérêt implicite dans l'éducation au Bénin puisse accompagner ce projet-là avec nous. D'accord, on espère véritablement qu'il y a des personnes qui vous viendront en aide, mais je ne vais pas vous laisser partir sans partager votre astuce. Alors, quand on se retrouve avec une note de 20 suivants en mathématiques, je pense quand même qu'on a cerné toutes les difficultés. Dites-nous un peu comment on s'en sort avec les maths.
Des conseils simples. Oui. Nous avons des apprenants qui vous suivent. Quels seraient vos conseils à vous qui ont marché pour vous? D'abord, il ne faut pas être un partisan de moindre effort. Il faut s'assurer de maîtriser de la manière la plus précise possible les notions enseignées. Si je vous prends là, par exemple, venez animer une émission à la télé, c'est quelque chose de... C'est facile, c'est banal. Ça n'a rien de mystique pour vous, en fait. C'est comme ça que ça devrait être pour les apprenants. Quand un apprenant il prend une notion, une séquence d'apprentissage, il faut qu'il s'assure qu'il a tout maîtrisé ou qu'il a maîtrisé les 95% et qu'il les a vraiment maîtrisés. Et puis après cela, pendant l'examen, il faut adopter les bonnes attitudes, comme par exemple ne pas aborder l'épreuve avec précipitation, il faut être calme, détendu. Et après cela, j'ai toujours dit pendant les tournées aussi, si on est bloqué sur une question, il faut sauter la question et passer à une autre question, parce que sur les épreuves de mathématiques, on n'approche pas les compétences, les questions sont généralement ouvertes, de telle sorte à permettre à l'apprenant de continuer la résolution des questions quand bien même il est bloqué quelque part. D'accord, le plus important, ce n'est pas de s'arrêter là où on est bloqué, c'est d'aller voir si ailleurs on peut être débloqué. On peut être débloqué, Merci pour les astuces. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle que vous vous appelez Vianney Carmel Aidé, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages de mathématiques. Vous avez été aussi premier du Bénin au baccalauréat 2014 avec une note de 20 suivi en mathématiques. Moi, personnellement, je salue cela, c'est pas évident. Donc, vous êtes effectivement matheux et avec vous, donc on a partagé des astuces aux apprenants comme moi. On est tout le temps en train d'apprendre, mesdames et messieurs. C'est terminé pour la rubrique Expert. Nous allons passer à présent à la rubrique Beauté au plus. Voilà, ce soir, on parle tresse africaine avec Fulgencia Rotondi et son invité. Avant de la recevoir, je vous invite à suivre ceci. On m'appelle Marcus Marlène. On veut réaliser une tresse et une pointure. Comme matériel, on veut utiliser les faux mèches, appelés et les fils, laine quoi. Je suis en train de diviser les cheveux en deux parties. Parce que je veux faire les boucles pointues, je veux diviser en 6. Je veux commencer par diviser en 2 d'abord, avant de diviser en 3. Pour commencer, j'essaie de prendre les faux mèches pour compléter aux cheveux, pour pouvoir donner les boucles pointues. C'est au fur et à mesure que j'ajoute les mèches, pour que ça soit un peu grand. On attend, je ne continue pas vers le bas pour pouvoir compléter les mèches après. La prochaine étape, c'est de continuer ce que j'ai laissé pour les bords et après d'arranger les devantures des cheveux.
Voilà, vous l'avez compris, c'était donc là le reportage, le sujet de Fulgencia Routondi sur les tresses africaines. On retourne au plateau avec Fulgencia Routondi et son invité. Fulgencia Routondi, bonsoir. Bonsoir Agnès. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci Agnès. Dans notre salon de beauté à nous, sur le grand rendez-vous. Ah oui, vous avez dit. Et puis aujourd'hui, on reçoit une coiffeuse puisqu'il s'agit des tresses africaines. Elle répond au nom de Sharon Nadia Lassissi. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des tresses, mais des tresses tendances. Alors, quelles sont les tresses africaines en vogue actuellement? Ok, actuellement, nous avons les tresses à 3 branches. Comme il m'a appelé Aféfé, nous avons les tresses à 2 branches. Nous avons aussi les twists qui se font à base des cheveux crépus et aussi à base des mèches crépues. Bien sûr, je pense que c'est ce que nous avons comme tendance. Mais il faut dire que les tresses qu'on avait entre-temps, les hâtis qu'on avait là sont revenus aujourd'hui de plus en plus. C'est vrai, on utilise des outils qui sont pas, c'était pas les fils. Aujourd'hui, on utilise les faux mèches, comme vous l'aviez dit et tout. Il y a quand même d'évolution. Oui, oui, parfaitement. Ça se fait souvent à base des cheveux crépus. Les hâtis d'alors sont aujourd'hui appelés les faux locks. D'accord. Okay. Aujourd'hui, c'est les faux locks. Ce que nous faisons, c'est faux parce qu'on a eu à ajouter ces faux mèches-là. C'est vrai quand ça se fait avec les cheveux réels. Alors, de nos jours, nous le faisons avec les faux mèches. Nous ajoutons ces fils-là pour le faire, ces gens hâtis, mais on le fait avec beaucoup plus de modèles, beaucoup... Vous essayez d'innover. Voilà, au fait. Oui, mais si vous permettez, Fulgencia Routondi, ce ne sont pas les seules tendances. Je crois qu'il y a le doka aussi qui revient. Je vois beaucoup de personnes d'un certain âge faire le doka aujourd'hui. Il y a le doka qui se fait de nos jours et aussi avec les mèches. Oui. Il y a des mèches appropriées à ça. Pour faire le doka. Pour faire le doka, nous le faisons même en 2 tons. D'accord. Nous le faisons en 2 tons, c'est-à-dire peut-être du noir en bas et une couleur or ou rougeâtre en haut. D'accord. Ça se fait aujourd'hui et c'est même très joli. Et le à côté aussi, on voit qu'ils font aussi le à côté aujourd'hui avec des mèches. Oui, il y a le à côté aussi. J'espère juste que notre réalisateur va nous aider à voir les images là. Oui. Parce que non, mais je crois que c'est des termes que si vous avez fait votre enfance ici au Bénin, vous connaissez le à côté, en tout cas. Vous connaissez le doka. Mais qu'en est-il du hati? Du hati lui-même, tel qu'on l'a connu, avec le fil dressé sur la tête, comme ça. Sur la tête, là. Si, vous savez, tout a évolué de nos jours. Tout a évolué, la technologie a évolué, la science a évolué. Et aussi dans la coiffure, voilà, tout a ça évolué. c'est le à côté. Oui, à côté. Oui. De nos jours, le à côté se fait. Ça passe même aux examens. Voilà. Oui, bien sûr, ça se fait. C'était ça les faux locks? Non. Ça, c'est les hâtines d'alors. Les hâtines d'alors. Oui, ça se fait comme ça. Mais modernisé. Mais modernisé de nos jours, vous voyez. Oui. Voilà, ça, c'est les anciens. Oui. Mais ça ne se fait plus aujourd'hui? Aujourd'hui, ça se fait, mais de façon modernisée. Et ça, cette forme-là, c'est une forme artistique? Oui, ça, c'est une forme artistique. C'est fait avec les fils d'alors, mais de nos jours, nous le faisons, mais avec beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de beauté. Et c'est une tresse qui est vraiment très jolie, qu'on peut même faire pour aller à de grandes cérémonies. Oui, c'est vrai. Ah oui? Agnès, c'est vrai. Avant, je ne vous voyais pas faire un hâtis sur la tête pour venir, par exemple, présenter, mais aujourd'hui, ça se fait. On voit des dames à des cérémonies, pour leur mariage, elles optent pour ça, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, seulement qu'on ne l'appelle plus hâtis, c'est les faux locks de nos jours. Oui, mais je pense que c'est aussi l'amour de plus en plus des jeunes personnes pour le naturel. Aujourd'hui, on dit on veut aller tous vers le nappy. Voilà. C'est une façon de conserver aussi ses cheveux naturels. C'est une façon de conserver ses cheveux naturels. On a compris que de nos jours, avec les cheveux naturels, nous pouvons quand même faire tout ce qu'on faisait avec les cheveux défrisés. Et ça ne nous empêche ça ne nous empêche pas de faire les cheveux de nos. Maintenant, parlons de cette tresse-là, Fulgencia Routondi. Notre yalo, il est à la pointe. Hein, c'est pas ça, ils appellent les Fulani braids? Non, les Fulani, c'est les tresses peules. C'est les tresses peules, ce n'est pas ça. Oui. Alors ça s'appelle comment? Là, c'est les bouts pointus. C'est les bouts pointus avec de jolis modèles derrière. Oui. Est-ce que c'est pas ça qui fait perdre les cheveux, là? Beaucoup se plaignent des bouts pointus. Oui, bien sûr, beaucoup se plaignent des bouts pointus. Ils se plaignent parce que, vous savez,
il y a, je crois, 5-7 ans, quand on faisait les bouts pointus, c'était croisé devant. Mais de nos jours, on a compris que ça arrache les cheveux devant. Donc, on commence d'abord avec les cheveux de la personne, puis après, on complète les mèches à chaque fois jusqu'en bas. C'est comme ça se fait de nos jours, au point où ça n'arrache plus les cheveux devant. Vous aurez remarqué que de nos jours, on essaie de tirer quand même les cheveux devant pour éviter que les cheveux qui sont beaucoup fins, c'est-à-dire beaucoup fins devant, soient tirés et qu'on commence réellement par tresser à partir des cheveux qui sont un peu durs. Alors là, avant d'aller chez la coiffeuse, il faut tenir compte du type de cheveux qu'on a. Oui. Si on a les cheveux défrisés... Est-ce que je peux me permettre toutes les tresses africaines tendance actuellement? Normalement, quand tu viens chez la coiffeuse, c'est à elle de te dire non, madame, ce que tu veux faire, tu ne pourras pas parce que tes cheveux devant sont un peu trop fins. Et là, je te propose de faire ceci et de faire cela. Maintenant, si tu as des cheveux crépus, je pense que tu peux tout faire avec. Si c'est les cheveux défrisés là, il faudrait qu'on essaie d'étudier tes cheveux devant pour voir si ça peut faire les bouts pointus ou si on doit beaucoup les tirer ou si on ne doit pas les faire fins, mais les faire un peu plus moyens. Ou gros. Comment porter bien ces cheveux-là? Parce qu'on constate que parfois, lorsqu'on fait les tresses, ça fait 2 semaines et puis on constate qu'il y a des pellicules. Même avant 2 semaines. En une semaine, parfois, les petits cheveux, là, ça sort. Oui, normalement, quand la cliente vient vers toi, tu étudies ses cheveux comme je l'ai dit tout à l'heure. Si tu remarques que c'est des cheveux qui ont assez de pellicules, tu dis, madame, faites le traitement des cheveux et après, on fera la tresse. Donc, tu lui fais d'abord le traitement des cheveux. Maintenant, tu lui fais sa tresse. Au bout d'une semaine, elle revient te voir, ou de 2 semaines, elle revient te voir. Tu consultes, tu essaies d'étudier, tu vois s'il y a encore des pellicules dedans. Et s'il y a des pellicules dedans, je pense que tu peux déjà lui faire le lavage. Bien qu'elle ait des tresses sur la tête, tu lui laves la tête. Tu prends un peu... Il y a des huiles de traitement de cheveux que tu peux prendre pour essuyer dans les intervalles, histoire de lui permettre de garder plus longtemps ses cheveux. D'accord. Mais aujourd'hui, avec les tresses africaines, on peut faire combien de temps comme ça? On peut garder une tresse africaine sur la tête pendant combien de temps environ? Il y en a qui gardent des tresses, quand je prends par exemple les tresses que vous avez, il y a des gens qui gardent pour 1 mois. Mais quand c'est ceux-là qui font les locks, c'est-à-dire les faux dreads, les faux dreads ou les dreads, il y en a qui gardent même 6 mois. D'accord. 6 mois. Oui. Mais au fur et à mesure, comment ils font avec les repousses, justement? Parce que les cheveux sont... Ils viennent et on resserre. Surtout quand c'est les dreads, on resserre. Quand c'est les dreads que la personne fait, au bout d'un mois ou de 2 mois, c'est normal qu'il y ait des repousses, c'est normal que ça pousse en bas. Donc, cette personne vient nous voir, on resserre, on lave, on met au propre et tout ça, et on resserre, ça devient comme Annie, il faut dire qu'il y a beaucoup plus d'évolution aujourd'hui, parce que les tresses, aujourd'hui, il ne suffit pas juste de porter les tresses, mais on essaie de décorer. Il y a plusieurs accessoires aujourd'hui, il y a les fils, il y a les coris, comme ce que moi j'ai sur la tête, par exemple. Ça a évolué. Oui, ça a vraiment évolué. Il y a les cordons que nous prenons pour décorer. Il y a les coris. Bon, ce ne sont pas les coris. Non, mais les coris existaient depuis. Est-ce que les coris sont récents? Je me rappelle très bien, ma grand-mère avant, elle me disait qu'elle mettait les coris dans les cheveux. Les coris existaient. Mais là, ceux dont vous parlez, c'était les vrais coris. Mais actuellement, il y a des coris de coiffure qui sont genre en plastique façon, quoi. Mais qui sont tellement jolis qu'on dirait que c'est les vrais coris. Comme sur la tête, il y a... Les petits fers là, il y a de petites décorations qu'on essaie quand même de... Mais les élastiques, je me rappelle qu'on était en France, nos mamans, c'était les élastiques. On ne les utilise plus, les élastiques. Les élastiques, c'est pour les enfants. Oui. Et c'est pour pouvoir retenir les pelles au bout des cheveux. Mais je pense que dans nos écoles de nos jours, l'école ne permet plus les pelles. Parce que les enfants le prennent, ils le mettent dans le nez et tout ça. Et je crois que ça cause beaucoup de problèmes aux enseignants. Donc, ils refusent. Par rapport à ça, on n'utilise plus les élastiques et les pelles pour les enfants. Donc, et l'autre possibilité qu'on a lorsqu'on fait les tresses, on peut adopter tel style aujourd'hui et demain renouer, échanger comme... Voilà. Mais tout le monde s'en sort pas. Moi, je ne sais pas. Je suppose qu'il faut savoir le faire. Il faut apprendre surtout. Oui, justement, parce que ça, par exemple, c'est une coiffe artistique. Ah oui. Pour ça, moi, il faut forcément que j'aille voir une experte comme vous. Oui, quand vous faites les tresses de nos jours, vous avez la possibilité de changer beaucoup de modèles pour ça. Surtout, ça dépend de l'occasion à laquelle vous voulez participer. Si vous faites les tresses sur la tête, que vous allez à un mariage, vous pouvez tout prendre en haut, le tourner en pomme ou genre en modèle fille de Beyoncé ou quoi là.
Ah, d'accord. Donc, il y a des modes avec les stars. Ah, oui, on se rend compte que c'est plutôt ces stars-là qui donnent la tendance. On les suit beaucoup plus maintenant pour les tresses africaines. Il y a même sur le réseau social Twitter, il y a le Black Hair Challenge et les dames, elles mettent leurs cheveux sur la toile. Voilà, j'ai fait telle coiffure aujourd'hui, demain, c'est ça. C'est la tendance. Oui, d'accord. Fulgencia Otondi, le temps qui nous est imparti est terminé. Je n'ai pas vu le plateau passer. J'espère qu'on aura une autre fois encore notre salon de beauté sur les tresses africaines. On l'espère. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour Beauté au pluriel de ce soir. Nous rejoignons la rédaction pour le journal avec Ulvaïs Balo. Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de BB24, le sommaire. Beaucoup de Béninois s'adonnent au sport d'entretien mais n'adoptent pas toujours de bons comportements alimentaires. Certains prennent de l'alcool juste après les exercices, constat à suivre. En Afrique, le secteur de l'éducation se positionne comme un facteur clé pour une jeunesse éduquée et forte, notamment pour assurer l'accroissement des investissements dans les domaines de développement économique et social. Enfin, une initiative originale, les questions liées au genre, en l'occurrence le droit des filles et des femmes en Afrique de l'Ouest, sont débattues à travers un concours de slam. Démarrons ce journal par les bons comportements à adopter quand on pratique le sport d'entretien. Parfois, après les séances d'entraînement, beaucoup de sportifs adoptent de mauvais comportements. Ils arrivent même à consommer de l'alcool. Un moyen, disent-ils, pour lutter contre la fatigue des exercices intenses, une façon de s'hydrater et de reprendre de l'énergie. Sport d'entretien et alcool font-ils bon ménage? Perspective Tossa nous renseigne. La pratique régulière d'activité physique permet de se maintenir en bonne santé. Les spécialistes la recommandent au moins 2 fois par semaine. Seulement, après le sport, les pratiquants cherchent à se désaltérer, des fois en prenant des boissons contenant de l'alcool, une habitude déconseillée. 1 gramme d'alcool donne 7 kilocalories en termes d'énergie. Et lorsque vous prenez l'alcool après le sport, c'est que vous donnez encore, vous mettez encore de l'énergie ou bien de graisse dans l'organisme. Ça fait la première des choses. La deuxième chose, c'est que l'alcool est un excitant. Et lorsque vous faites des activités sportives, lorsque vous faites le sport, les nerfs sont déjà excités, d'accord, et on vient encore les exciter à nouveau avec l'alcool. Ça fait une surexcitation qui peut conduire à des problèmes au niveau de l'organisme, plus tard même à des paralysies. Sport et alcool ne font donc pas bon ménage et seraient nuisibles à la santé. Les sportifs que nous avons rencontrés au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou semblent bien le percevoir. Je ne suis pas habitué à prendre de l'alcool parce que pour moi, un sportif ne devait pas prendre de l'alcool tout juste après avoir fait le sport parce que c'est comme si tu as juste neutralisé tous les efforts que tu viens de faire. Ah non, en tout cas pour le groupe que nous avons constitué ici, personne ne prend la bière après le sport. Il peut prendre la bière en semaine, moi je ne sais pas. Mais après le sport, nous prenons du thé chaud, de Lipton, voilà, du citron, et voilà. Pour préparer mon sport du samedi, la veille, j'évite de manger au plus tard 12h30. Le reste, c'est des fruits ou de l'eau et je suis très léger. Depuis bientôt 20 ans, je ne prends plus l'alcool. Bientôt 20 ans. J'ai mis une croix sur l'alcool. J'ai mis une croix sur la bière. Des sportifs qui ont renoncé à leurs vieilles habitudes pour vivre aussi longtemps que possible. La consommation de boissons alcoolisées après le sport contribuerait à une baisse de performance et serait même source de plusieurs maladies. Les sportifs d'entretien, il fait 15 à 45 minutes, 3 fois par semaine. C'est limité. Il ne reste pas grand-chose. Il va peut-être endommager son foie. C'est tout l'alcool qu'on prend rentre dans le foie.
à la longue, il va souffrir de cirrhose, des maladies métaboliques comme le diabète, des maladies liées aux graisses et plus tard les maladies du cœur. L'idée selon laquelle l'alcool est un hydratant n'est que spéculation. Il est conseillé de prendre des jus de fruits pour renforcer son organisme en vitamines et de l'eau plate pour hydrater son corps et ainsi lutter contre la fatigue après le sport. Merci à vous, Perspective Tossa. En Afrique, 70% de la population est composée de jeunes de moins de 30 ans. Une jeunesse qui exige un accroissement des investissements dans les domaines du développement économique et social. Et d'ailleurs, le secteur de l'éducation se positionne comme un facteur clé pour avoir une jeunesse informée, éduquée, forte et surtout engagée. Esther Djossa, administratrice des associations de jeunes, nous explique ici l'importance d'éduquer la jeunesse. Elle est au micro de Patrick Adiagoudjou et Samson Thioman. L'éducation, c'est le socle de la vie, je dirais. Sans éducation, vous n'êtes pas sociable, vous n'appartenez même pas à une communauté parce que c'est l'éducation qui vous définit et qui permet aux autres de vous identifier par rapport à une communauté. Et déjà, de ce part, l'éducation permet aux jeunes de se sentir membres d'une communauté et membres d'une nation. En dehors de ça, c'est l'éducation, donc précisément l'instruction qui ouvre les portes à l'emploi chez nous. Étant donné que la grande masse de la population est jeune et c'est la jeunesse aussi qui a le grand poids, donc on parle en général de force de travail, donc c'est les jeunes. Sans éducation, la jeunesse ne saura véritablement pas aider sa communauté à aller de l'avant. Je pense que l'éducation béninoise, il y a beaucoup de choses à revoir à l'intérieur, surtout ce qu'on nous enseigne à l'école. Moi, je m'étonne de voir qu'on continue pas à étudier l'histoire de la France et d'autres pays en termes de géographie, alors qu'on oublie en fait à côté d'aller juste à Porto-Novo ou à Sémé ou encore à Alada pour voir la montée, comment les routes sont faites, la plaine, les montagnes. On n'étudie pas les trucs personnels que nous avons. Du coup, le jeune béninois, en fait, il est plein d'initiatives, il a plein d'idées, mais parce qu'il ne connaît pas très bien sa communauté, il ne sait pas comment s'y prendre. Vous n'êtes pas sans savoir que les personnes réfugiées, migrants, donc qui sont en situation de mouvement, n'ont pas toujours accès à cette éducation. Donc, il est temps qu'on commence par réfléchir à, en fait, comment pour aider cette personne. On parle toujours éducation des jeunes, mais cette fois-ci des jeunes filles et des femmes. Elles ont été sensibilisées sur les questions liées au genre à travers un concours de slam et discours poignants sur le droit des femmes et femmes en Afrique de l'Ouest. Le droit des filles et femmes en Afrique de l'Ouest, j'allais dire. L'initiative est du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Bénin. Lazare Migan et Daniel Ada nous font revivre les différentes prestations. Ce qui nous unit ici ce soir, c'est la phase finale du concours de slam et de discours poignants sur les droits des filles et des femmes en Afrique de l'Ouest. Sur la ligne de départ de cette 4e édition, 10 concurrents. Ils sont en lice pour sortir un seul vainqueur. Et pour ce challenge, les candidats ont déclamé leur test de slam et de discours poignants sur les thèmes relatifs aux questions genre. Les jeunes filles font face à de nombreux obstacles quant à la réalisation de leurs droits en matière de la santé sexuelle et reproductive. Leurs besoins spécifiques et diversifiés sont souvent insuffisamment ou inadéquatement pris en compte dans les services, programmes et politiques dont ils sont concernés. La violation de leurs droits, des problèmes majeurs de santé sexuelle et reproductive, les questions des grossesses précoces appuyées par les infections sexuellement transmissibles dont le VIH-Sida. Face à un jury professionnel en art musical, ces candidats essayent de captiver l'attention d'un public serein. Après quelques minutes de concertation des membres du jury, place à la délibération. Alors, les candidats s'impatientent. 93.650 en termes d'argumentation. Ba, Salifou, Saratou. La messe est dite. Ba Salifou Saratou est l'heureuse gagnante.
Je dédie ma victoire à toutes les jeunes filles et les jeunes femmes de la terre de l'Afrique, du monde et du Bénin. J'ai remarqué qu'au Bénin, le mot féministe est un thème assez péjoratif. Donc il était important pour moi de prouver que le féminisme, au fait, n'est pas la haine des hommes. Donc, je devais montrer que le féminisme, c'est une lutte collective. Si nous ne nous unissons pas pour lutter contre les inégalités, nous finirons par nous noyer sous leur poids, hommes comme femmes. Ce candidat malheureux se réjouit tout de même d'avoir pris part à cette compétition. En étant 9e, ça ne m'a pas trop découragé. C'est vrai que je ne m'y attendais pas. Mais puisque c'est une compétition, il y a des principes et des règles, je dois m'affilier à cela. Je sais que quand on parle des femmes ne peuvent pas évoluer sans la contribution des hommes. Et en étant homme dans cette compétition, ça va me donner l'opportunité de pouvoir pousser encore plus le point pour que les femmes, la voix des femmes puisse être au rendez-vous. Tous les candidats qui ont participé à cette 4e édition de slam et de discours poignants ont été aussi récompensés. Le slam permet de faire résonner la lettre et sonner l'alarme des sans-voix. En nouvelle brève à présent, les exportations de biens du Sénégal ont connu une baisse de 63 milliards de francs CFA à l'issue du mois de juin 2019, comparé au mois de mai 2019, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques. Ces exportations sont évaluées à 128 milliards de francs CFA contre 191 milliards au mois de mai 2019, soit une baisse de 33% en valeur relative. Cette situation de repli est imputable aux produits alimentaires, aux produits pétroliers, aux engrais minéraux et chimiques, au titane et à l'or non monétaire. En revanche, les exportations de zircon se sont confrontées à 2 milliards de francs CFA. Concernant les exportations de produits alimentaires, la direction attribue leur forte contraction aux produits arachidiers et halieutiques. Toujours au Sénégal, le volet capital humain est mis en exergue avec la nouvelle cartographie de la formation professionnelle. Il s'agit de faire l'état des lieux de chaque établissement public du Sénégal tout en identifiant les secteurs porteurs pour mettre à la disposition des jeunes étudiants les débouchés disponibles. Le point avec nos confrères de la RTS. Le plan Sénégal émergent en marche et c'est son volet capital humain qui est célébré ici à Diamniadio dans les toutes nouvelles sphères ministérielles. Un pas de plus vers l'équité dans l'accès à la formation professionnelle, matérialisé par ce projet de lancement de la cartographie de la formation professionnelle et technique. Le président de la République accorde une importance particulière à la qualification des jeunes. Et aujourd'hui, pour régler l'épineuse question de l'emploi, il nous faut au préalable régler la question de l'employabilité. Et l'employabilité, comme on dit, se trouve à travers les centres de formation professionnelle que nous voulons à partir de maintenant installer de manière très équitable au nom de l'équité territoriale, mais aussi au nom de l'équité sociale très chère au président de la République. Faire l'état des lieux de chaque établissement public du Sénégal, géolocaliser les structures de formation professionnelle du Sénégal tout en identifiant les secteurs porteurs de projets dans chaque région du Sénégal. Autant d'actes à poser et à faire de concert avec l'agence habilitée, à savoir l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Tout d'abord, il y a un travail de planification qui va être fait. Ce travail-là va faire appel à un ensemble d'outils. Ensuite, il faudra descendre sur le terrain, collecter les données qui vont alimenter la plateforme. Et ensuite, il faudra mettre en place la plateforme avec tous les outils nécessaires à sa dynamisation. À travers cette cérémonie de lancement, le temps est donné et les acteurs du secteur sensibilisés sur cet ambitieux projet à vocation économique et sociale. Et cette belle synergie, ANSD, ministère de la formation professionnelle, promet de relever le beau slogan « Un jeune, une formation professionnelle au service de sa communauté ». Et c'est là-dessus que prend fin cette édition. Restez en place, le grand rendez-vous se poursuit. Oui, comme annoncé par Uvaïs Balogo, le grand rendez-vous se poursuit. Le dernier plateau va donc s'installer. Il s'agit d'Horizon Culture.
Alors ce soir, la culture est beaucoup plus littéraire ce soir, n'est-ce pas Jennifer Sativi? Elle est littéraire et on dira qu'elle a un pan de cinématographie et peut-être du théâtre aussi. Waouh, beaucoup de choses en une thématique. Mais la vedette, c'est la littérature surtout. D'accord, c'est déjà ça. Merci à vous pour le choix du sujet. Ce soir, on parle d'adaptation d'œuvres littéraires à quelle fin. Et on reçoit quelqu'un qui est écrivain aussi, mais qui a vu déjà son œuvre adaptée, je crois, si je ne me trompe pas, il confirmera sur ce plateau, 16 œuvres même. Il en a plusieurs déjà d'adaptées. Florent Corozoti, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. C'est un plaisir de vous recevoir, surtout sur ce sujet. C'est partagé le plaisir. Voilà, Jennifer Sativi, votre invité, il est à vous. Oui, Agnès, je propose juste avant de commencer l'entretien, on va peut-être suivre une interview, un extrait qu'on a réalisé sur le sujet qui va nous plonger dans le vif de l'entretien. Avec l'évolution du temps, beaucoup de personnes n'ont plus le temps de lire les ouvrages. Donc, on a commencé par trouver des adaptations ou au théâtre ou au cinéma. Au théâtre, on peut aller s'asseoir dans un théâtre, regarder, parce que l'œuvre à partir de ce moment-là prend vie. Des personnages de papier deviennent des personnages en chair et en os, et puis on vit mieux l'œuvre, même si ce n'est pas forcément la même chose que le texte de départ. Au cinéma, c'est encore plus grand et moins fidèle à l'œuvre, parce que vous savez, il y a beaucoup plus de gens qui vont au cinéma qu'au théâtre. Donc l'adaptation des œuvres littéraires, c'est une deuxième vie, une troisième vie qu'on donne aux œuvres pour leur pérennisation, parce qu'il y a même des telenovelas qui sont inspirées des œuvres de Victor Hugo, des grands auteurs. Ça permet à l'œuvre littéraire d'avoir encore beaucoup plus d'importance, parce que lorsque je regarde un film et qu'après à la bibliothèque, je vois un livre qui porte le titre du film, ça m'amène à lire, mais le contraire n'est pas évident. L'inconvénient, je vais enchaîner, c'est que ce n'est plus l'idée de départ, ce n'est plus... Beaucoup d'adaptations sont parfaitement infidèles à l'œuvre de départ. Et il arrive même des fois où moi, une de mes œuvres a été adaptée, j'ai failli me battre avec le metteur en scène. L'œuvre adaptée au théâtre, au cinéma, n'est plus l'idée de départ du livre. Et pire, il peut arriver que celui qui veut adapter le truc retourne ça à sa manière, au point même où ça peut même porter une philosophie contraire à la philosophie de base. Voilà de quoi déconcerter celui qui a lu le livre et qui a suivi le film. Évidemment, quelles sont les règles à respecter pour une adaptation justement d'une œuvre littéraire au cinéma ou au théâtre, et surtout pour quel fait? On en parle ce soir avec Jennifer Sativi et son invité que je vous ai déjà présenté. Jennifer Sativi, voilà. Voilà, donc on va commencer par la première question. Dites-nous ce qu'on entend déjà par l'adaptation d'une œuvre littéraire. C'est simple, quand on parle d'adapter une œuvre littéraire à un autre genre, c'est transformer justement cette œuvre littéraire aux normes de notre genre. Par exemple, vous voulez transformer un roman en une œuvre cinématographique, donc vous transformez ce roman-là avec les principes qui gèrent, par exemple, le cinéma. Là, il faut faire appel à ce qu'on appelle un scénariste qui fait une lecture de l'œuvre, mais en essayant tout simplement de la dépouiller de ce qui pourrait faire, disons, littérature, mais en fixant tout simplement l'œuvre dans un cadre purement cinématographique. Donc le visuel est beaucoup plus important ici, et on fait en sorte que les dialogues aussi soient des dialogues ciselés, directs, et que certaines situations qui sont racontées peuvent être par exemple racontées par le biais d'une voix off. Donc il y a des techniques qui peuvent permettre d'adapter un texte littéraire à une œuvre cinématographique, mais il faut faire attention, c'est toujours une nouvelle lecture que les gens font. C'est une nouvelle chance qu'on donne à l'œuvre littéraire de connaître une autre dimension, parce que celui qui lit un texte littéraire ne va pas forcément au cinéma, et celui qui va au cinéma ne lit pas forcément. Toujours. Donc, oui, mais déjà, moi, j'aimerais savoir, est-ce que toutes les œuvres littéraires peuvent être adaptées, soit au théâtre ou au cinéma? Toutes les œuvres littéraires peuvent être adaptées.
Oui. Ça dépend de celui qui veut faire l'adaptation. D'accord, et de comment il s'y prend. Et de comment il s'y prend. Parce que généralement, vous savez, lorsque le cinéma a commencé, les premiers scénaristes étaient, disons, en panne d'inspiration. Et donc, ce qu'ils ont trouvé sous la main, c'était les œuvres littéraires. C'était les pièces de théâtre, c'était les romans et parfois les opéras. Ils utilisent ça pour faire leurs films et ils utilisent toutes les astuces qu'on pourrait utiliser dans la cinématographie, dans l'art cinématographique, pour pouvoir produire les films. Donc, c'est tout à fait... toutes les œuvres littéraires sont adaptables soit au cinéma, soit au théâtre. D'accord, mais quel est l'objectif principal d'une adaptation d'œuvres littéraires? Vous savez, si je prends le cas de Semaine Ousmane, l'écrivain cinéaste sénégalais, il avait dit, mais lorsque j'écris un texte littéraire, le grand public, il n'y a pas accès parce que les gens ne sont pas alphabétisés dans la langue française. La seule manière pour moi de pouvoir communiquer avec le plus grand nombre, c'est produire le cinéma. Et donc, la plupart du temps, ces œuvres littéraires ont été adaptées à l'écran. Je prends l'exemple du Mandat, par exemple, l'une de ces œuvres les plus connues. Oui. Et donc, tous ceux qui ont eu l'occasion de voir le Mandat se sont dit, on a lu les livres, mais c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Et c'est surtout ça. Je me dis, donc, quand on se met dans la peau du lecteur et de celui qui suit le film, vous avez parfois l'impression de ne pas être face aux mêmes œuvres, en fait. Oui, mais le plus important, c'est l'esprit dans lequel le texte a été écrit. Si on reste fidèle à cela, je pense que l'essentiel est déjà sauvé. Parce que on voit les mêmes personnages, on voit le déroulement de l'histoire qui est pratiquement le même. Et puis, ce qui me paraît également important, c'est la façon de présenter l'histoire qui est importante. C'est-à-dire que l'angle par lequel le cinéaste décide de faire comprendre aux éditeurs, aux spectateurs, etc., ce qu'il a l'intention de dire à l'intérieur de son œuvre. Donc tout le reste, c'est vraiment accessoire. Ok, donc est-ce que ça ne crée pas des tensions, ces changements-là, entre auteurs, metteurs en scène, réalisateurs? Oui. Est-ce que vous n'êtes pas, je ne sais pas, offusqué quand vous voyez ces petits changements? Il y a deux attitudes à avoir, où on fait confiance aux producteurs et aux cinéastes, ou alors on est vraiment tatillon. Mais si on est sur le dos du réalisateur, le réalisateur va se sentir complètement sous pression et ne pourra pas faire son travail. C'est-à-dire que chacun est dans son espace de confort et laissons-le dans son espace de confort. D'accord. Mais dites-nous, il paraît que ça dépend aussi parfois du contrat qui lie l'écrivain au scénariste, au réalisateur ou à la direction de production du film. Parfois, l'écrivain peut demander un droit de regard sur le jet final. Les scénarios. Oui, l'écrivain, vous savez, parfois les écrivains, ils sont très, comment dirais-je, ils veulent conserver leurs œuvres comme si c'était un patrimoine que personne ne peut toucher. À partir du moment où vous écrivez, vous mettez ça à la disposition du public, vous mettez ça à la disposition de tout le monde. Donc, chacun peut faire la lecture, parce que adapter une œuvre, c'est faire une autre lecture de l'œuvre. C'est donner un prolongement de l'œuvre dans un autre genre. Donc, parfois, oui, il y a des écrivains qui sont exigeants, tellement exigeants en disant, oui, je veux tel type de personnage, tel type de comédien pour incarner tel personnage, je veux tel type de voiture, qui soit la même voiture, etc., etc. Je pense que ce n'est pas une attitude qui tentera de faire prospérer l'œuvre en question. Il faut essayer de faire une concession et surtout de concéder un minimum de confiance. Mais c'est comme un bébé que vous abandonnez dans la main de quelqu'un d'autre, c'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Oui, mais à partir du moment où on produit une œuvre, qu'on met à la disposition du public, elle ne vous appartient plus. Oui. C'est ça en réalité. Et dans les contrats qu'on signe avec les maisons d'édition, il y a une partie qui est réservée pour les adaptations. Il y a une partie qui est réservée pour le cinéma. Et à chaque fois, lorsqu'il y a des gens qui veulent initier ce genre de projet-là, eh bien, ils discutent avec le réalisateur et ils s'entendent sur un minimum. Au-delà de l'argent que cela génère, ils s'entendent sur un minimum. Oui, est-ce que cela rapporte quelque chose à l'auteur quand on adapte? Bien sûr.
Plus de visibilité. Ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, c'est un prolongement de l'œuvre en réalité. Ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, ils vont regarder le film. Et puis, ça donne une autre dimension à l'œuvre. À partir du moment où on dit ben, telle œuvre a été adaptée à l'écran, les gens vont dire ah bon, ça existe même en littérature. Ceux qui ont l'habitude de lire, ils iront vers cette œuvre-là. Il arrive de faire le schéma contraire. Oui, exactement. Parce que bon, il y a beaucoup de gens qui aiment aussi lire et qui vont au cinéma. Oui. Et puis, ça rapporte de l'argent à l'auteur parce que l'éditeur prend 50% et l'auteur prend également 50%. Des fois, on se rend compte après cinéma qu'il y a des bouquins qui sont vendus quand il s'agit d'adaptation. Il y a des exemplaires du livre adaptés qui sont vendus à la fin dans les salles de cinéma. Donc ça... Oui, ça se fait. C'est pour ça que je dis que ça donne une autre vie au livre en question. Je donne le cas de mon ami Laha, qui a écrit Pourquoi moi ? Il en a fait une adaptation cinématographique. Et sur la couverture du livre, il a pris une photo du film, il l'a placée sur le livre. Donc les gens disent ah ben ça veut dire que c'est réel. Or c'est juste une photographie. Et puis quand il prend par exemple des acteurs comme Gourou, ça donne également une autre dimension, une nouvelle dimension au film, donc au livre. Mais comment se fait la collaboration entre les auteurs et ces metteurs en scène et réalisateurs? Vos œuvres ont été adaptées plusieurs fois, donc est-ce que vous avez eu une part active? Non, moi j'ai demandé à ne pas intervenir. Pourquoi ce choix? Parce que j'estime que quelqu'un qui prend la liberté de relire mon texte, je lui concède totalement cette liberté-là. Mais je lui dis, il faut faire attention. Je veux que l'esprit dans lequel j'ai écrit ce texte-là demeure. Et généralement, par exemple, il y a eu à Nice, je crois, il y a, je ne sais pas quelle année, mais ça date de longtemps, une compagnie qui a décidé de transformer un de mes livres, L'homme dit fou et la mauvaise foi des hommes, en un spectacle de conte. Certes, il y a du fantastique dans ces textes-là, mais je voulais voir exactement comment ils allaient l'articuler au conte. Et ils m'ont invité, je suis allé voir, et j'ai été vraiment satisfait parce qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Il y a par exemple ceux qui ont fait Les Fantômes du Brésil, c'est un roman qui a été adapté par des enseignants de Commet. Je ne suis pas encore allé voir, mais j'ai vu le film enfin, pas le film, c'est d'ailleurs une vidéo qui a été produite là-dessus. Et je me suis aperçu qu'il y a du travail qui a été fait. J'ai suivi quelques répétitions, mais je dis que dans l'ensemble, c'est conforme à l'esprit du texte. Donc le plus important pour la plupart des écrivains, c'est surtout que l'esprit du livre perdure, même à travers des œuvres cinématographiques ou au théâtre. Absolument, parce que vous savez, il y a le cas de Notre-Dame de Paris. Vous savez, cette histoire, cette saga. Il y a d'ailleurs plusieurs interprétations au cinéma, au théâtre de Victor Hugo. Et ça s'est décliné en plusieurs genres, cinéma, dessins animés, etc. Et toujours, aujourd'hui, les gens font toujours des adaptations cinématographiques. Ça veut dire que ces réalisateurs-là ne sont pas satisfaits de ce qui avait été fait et donc eux... Un autre angle. Voilà, ils décident d'apporter une nouvelle dimension à cet ouvrage-là. C'est une fête à suivre. On finira jamais d'en parler tellement c'est intéressant. Donc c'est la fin du plateau. Merci de nous avoir reçus, Agnate. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes comme moi et vous êtes déjà arrivé de lire un livre et de le retrouver au cinéma ou de faire le sens contraire, ce qui est sûr, comme le dit Florent Kouazotti, le plus important, c'est que l'esprit du livre demeure à travers les œuvres, que ce soit au théâtre, dans un conte ou dans un cinéma. Donc, c'est ce qu'on retient de notre plateau d'Horizon Culture ce soir. C'est d'ailleurs le dernier plateau du grand rendez-vous pour le compte de ce vendredi. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous allons à présent resuivre ce spot qui nous parle d'une émission que nous avons lancée nouvellement sur BB24, une émission qui est l'émission des vacances Jeunesse Oblige. Bienvenue dans votre émission Jeunesse Oblige, la tribune d'expression libre des jeunes et adolescents de nos lycées et collèges. Pourquoi tu penses qu'il faut avoir
un petit ami sur les bancs. Avant de marier une personne, il faut d'abord la connaître. Et ce n'est pas à la veille de votre mariage que vous allez connaître la personne. Mon petit ami, j'aimerais le choisir par son teint. Parce que j'aime les hommes de teint clair. Lorsque le sexe et les études sont en conflit, le sexe gagne toujours. Lorsqu'il y a un élève qui utilise le téléphone portable en plein cours, il n'est pas concentré sur le cours, mais il est concentré plutôt sur le téléphone portable. Face au téléphone portable, je demande aux parents d'être exigeants. Parce que le téléphone est chronophage. Voilà, mesdames et messieurs, notre instant citation à présent. La citation de ce soir nous vient de Bill Cosby et elle parle de réussite. Il s'agit de ceci: pour réussir, votre désir de réussite doit être plus grand que votre peur de l'échec. Pour réussir, votre désir de réussite doit être plus grand que votre peur de l'échec. C'est une citation de Bill Cosby et c'est une exhortation donc à mesdames et messieurs à tout faire pour atteindre nos objectifs, notamment la réussite. C'est avec cette citation que le grand rendez-vous de ce soir prend congé de vous, mais un fait inhabituel sur ce plateau, je vais vous représenter nos chroniqueuses. Je commence par la dernière en date, Jennifer Sativi. La dernière qui a bouclé le grand rendez-vous d'aujourd'hui. Justement, le grand rendez-vous d'aujourd'hui. C'est un plaisir de le passer avec vous et on a eu un très bon sujet, Aniette Bello. Tout le plaisir était pour moi. Je viens à vos côtés. Oui, bien sûr. Vous vous mettez là. On aura, oui, bien sûr, plein d'autres chroniqueuses. Yasmine Damata, c'est votre tour. On vous attend avec votre démarche royale. Venez, rejoignez-nous. Le sourire qu'il faut, toujours là. Toujours le sourire. Puisqu'on est dans nature et bien-être, on est toujours dans la bonne humeur. Et que le sourire est bon pour la santé surtout. Voilà, et vous, vous êtes en charge de la santé sur le grand rendez-vous. Merci de toujours être avec nous, d'apporter toutes ces informations-là aux téléspectateurs. C'est un plaisir. Cécile Roundé, c'est votre tour, on vous attend de ce côté-ci. Notre responsable environnement, dans son style, propre à elle, bien sûr, Cécile Roundé. Elle s'occupe donc de la rubrique environnement. À présent, je reçois Fulgencia Routondi. Fulgencia Routondi, vous êtes attendu. Fulgencia Routondi, vous le connaissez, ce visage. Eh bien, elle s'occupe de la beauté au pluriel sur le grand rendez-vous, coiffure, style, habillement, tout ce qui est beauté. C'est avec elle qu'on en parle sur le grand rendez-vous. Et nous recevons, voilà, son Altesse. Elle aime bien quand je dis son Altesse. Marcel Bettero, venez, rejoignez-nous. On vous attend. Par contre, ce n'est pas une tenue adaptée à votre rubrique, puisque vous parlez monde agricole. On s'attendait que vous veniez nous rejoindre avec votre roue. Oui, avec une roue, c'est vrai. Le problème, c'est que quand on est au champ, mais quand on est au plateau, on est au plateau, d'accord. La tenue adaptée, c'est ça. Donc, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, ce soir, le grand rendez-vous est spécial parce que le numéro de ce soir, il clôture toute une série. Le grand rendez-vous, c'est déjà plus de 2 ans d'émission. Nous partons en congé, pas pour toujours, ce n'est que des congés. Nous prenons donc congé de vous pour quelques jours et nous vous revenons avec d'autres innovations, beaucoup de nouveautés, d'autres sujets à débattre, toujours pour votre plus grand plaisir. Donc, avec mes charmantes chroniqueuses, on va accueillir notre coordonnateur du jour, Corolien Kouaïnou. Venez, venez nous rejoindre. Venez, venez, venez. Venez nous rejoindre. Venez, venez, venez. On l'applaudit, on l'applaudit. Voilà. Il aura voulu rester dans l'eau, mesdames et messieurs, mais nous avons voulu le faire sortir parce que le grand rendez-vous, c'est aussi toute une équipe technique à la régie, là, notre réalisateur, notre preneur du son, notre preneur d'image, tout le monde, notre infographe. C'est toute une équipe qui est toujours là pour vous donner de la joie de vivre, pour vous apporter des informations nécessaires pour votre développement personnel et celui de la nation. Merci de rester fidèle à ce grand rendez-vous, un grand rendez-vous qui prend congé de vous pour revenir plus fort. Bonsoir chez vous. Au revoir.